Et Diego, tu connais les Martines? Tu sais, Martine à la mer, Martine en Bretagne, Martine candidate à la mairie de Paris. Ah non, j'ai pas lu le dernier, non. Ah oui, bah c'est normal, c'est tout neuf. Mais attends, t'inquiète, je vais te raconter. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 4 décembre et Rachida Dati est en campagne pour la mairie de Paris. Alors oui, je sais, ça fait au moins 6 ans que c'est le cas, mais là, elle a enclenché le turbo. On en vient à se demander si elle trouve encore 5 minutes pour jouer les ministres de la Culture entre deux opérations de com. Et vu la cadence de ses postes, c'est à se demander si même il lui arrive de dormir. Alors Dati sillonne Paris comme si elle cherchait à battre un record d'endurance. Elle est partout et surtout, elle veut que ça se voit. Regarder ses réseaux sociaux, c'est un peu comme feuilleter les albums de Martine. Ces petites excursions sont soigneusement compilées en vidéos ultra courtes, achetées comme des missiles pour cartonner sur Internet. Et d'ailleurs, ça marche, puisque les compteurs s'emballent. On a déjà eu le droit à Rachida aux puces de Saint-Ouen, Rachida découvre les pistes cyclables, Rachida dans les tunnels des Halles, ou encore Rachida fait la tournée des éboueurs. On regarde. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. L'aménagement, c'est du rafistolage. Je fais la police, respecter les feux rouges. Oh, c'est magnifique. Vraiment, Merci Benjamin. À bientôt, je compte sur vous. Ça vous rappelle rien ? Eh oui, Trump nous a déjà fait le coup. Bon, version milliardaire US, forcément. On se refait pas. Mais du côté de Rachida Dati, la communication est un peu plus fine, dirons-nous, qu'un gros logo sur un camion poubelle, mais pas moins impactante. Ses petites virées sur le terrain sont donc millimétrées. Elle veut donner le sentiment qu'elle va à la rencontre de tous les habitants et qu'elle se confronte à tous les problèmes de la capitale. Le tout en ne manquant jamais de charger la gauche et de marquer la rupture. Rachida Dati joue habilement sur son image de femme de poigne et d'action. Avec elle, les problèmes vont être réglés. C'est du moins ce qu'elle promet, sans qu'on sache vraiment trop comment elle compte s'y prendre. Mais vous savez bien, ce qui compte, ce sont les promesses de campagne et de s'attirer évidemment les bonnes grâces des Parisiens. Le reste, on verra plus tard. Femme de poigne donc, mais pas trop. On connaît Rachida Dati pour son tempérament autoritaire et ses punchlines assassines. En campagne, c'est une autre femme, efficace certes, mais avenante. Elle sourit comme jamais on ne l'a vu sourire. Elle se montre proche des gens, soucieuse d'eux et de leurs petits problèmes. Et puis il y a la forme aussi. Vous avez rien remarqué ? Rien vous surprend ? Attendez, je vous donne un petit indice. Rachida Dati, d'habitude, c'est ça. Mais depuis qu'elle est en campagne, Rachida Dati a radicalement changé d'uniforme. Excite les tailleurs de couturiers, les bijoux et les escarpins de luxe. Place aux sweats et aux baskets. Ce style plus confortable est évidemment plus adapté aux pérégrinations d'une candidate hyperactive. Traîner dans les tunnels des Halles en tailleur Chanel, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Mais ce nouveau style n'est pas seulement utilitaire, non, c'est aussi de la communication politique habilement maîtrisée. Une façon de se tailler une image moins bourgeoise, moins 7e arrondissement et plus accessible, plus proche du peuple. Le jean basket, c'est l'uniforme de la plupart des gens en 2025. Ça permet l'identification, même quand le sweat en question vaut à lui seul 200 balles. Vous l'avez compris, en 2026, Rachida Dati met tout en œuvre pour la campagne parisienne. Elle ne compte pas voir filer sa chance une nouvelle fois. D'ailleurs, il faut dire qu'elle attend son tour depuis longtemps. 2014, cette année-là, Dati veut déjà se présenter, mais elle doit renoncer à la candidature au profit de Nathalie Kosciusko-Morizet, sacrée candidate de l'UNP, qu'elle estime choisie par les médias et le système. En même temps, on la comprend, il y a de quoi avoir la rage. Alors cette année-là, Dati doit se contenter simplement d'une mairie d'arrondissement, mais arrondissement qu'elle connaît bien, c'est le très chic 7e, dont elle est déjà maire depuis 2008. En 2020, rebelote, et cette fois, c'est enfin sa chance. Le parti la soutient. Mais ça ne suffit pas. Une nouvelle fois, c'est la gauche d'Hidalgo qui emporte le fauteuil de maire. Et Rachida Dati compte bien prendre sa revanche. Ce sera en mars prochain. D'ailleurs, ça tombe bien, sa grande rivale ne rempile pas. C'est son adjoint Emmanuel Grégoire, PS lui aussi, qui va tenter de reprendre le flambeau. Depuis près de 25 ans, Paris est à gauche. Et si la politique d'Hidalgo, surtout ces derniers temps, n'a pas toujours été du goût de tous, tout indique que la capitale continuera de résister à la vague bleue.
à condition que les divisions à gauche ne viennent pas enrayer la mécanique bien huilée. Et c'est plutôt mal barré de ce point de vue-là. Pas moins de 4 listes sont déclarées à gauche. Alors il y a la France Insoumise avec Sophia Chikirou, les communistes avec Yann Brossa, les écolos avec David Béliard et donc les socialistes de Grégoire. Ça fait du monde. Et face à eux, à droite et à l'extrême droite, il y a une liste macroniste avec Pierre-Yves Bournazel d'Horizon, Rachida Dati donc pour LR et enfin Thierry Mariani pour l'extrême droite. Parmi ces trois-là, Dati a évidemment une sacrée longueur d'avance. Depuis toutes ces années à rêver de diriger la capitale, elle s'est fait les dents, elle a tissé un réseau et affiche évidemment une certaine expérience de terrain. Et puis évidemment, il y a sa notoriété indéniable, mais aussi un certain nombre de casseroles judiciaires, comme son procès qui arrive en septembre 2026, et un certain nombre d'enquêtes en cours. Un petit gravier dans la chaussure, plutôt dans l'escarpin, qu'elle compte bien faire oublier, comme le reste, avec ses petites vidéos en rafale. C'est à ça que sert son ripollinage façon Zoran Mamdani. Difficile de ne pas faire le parallèle. Il faut dire que la campagne du nouveau maire de New York a été scrutée par les politiques du monde entier, fascinés par sa capacité à mobiliser et à réinventer le militantisme, à la fois sur le terrain et en ligne. Et comme Mamdani, Dati arpente le terrain, elle serre des mains, elle se met en scène dans de courtes vidéos répondant parfaitement au code des réseaux sociaux. Comme lui, elle distille dans chacune d'entre elles des messages politiques simples et concrets. Bon, la grosse différence, c'est évidemment le fond. Mamdani a promis les crèches gratuites et de faire raquer les riches. Dati, elle, c'est autre chose. Son unique obsession de la campagne, c'est l'ordre et la propreté à Paris. Elle veut mettre un grand coup de balai partout où elle va. Et surtout, là où il y a des pauvres, c'est là où on reconnaît évidemment la droite. Vous voulez rester en France? Oui, mais là, si vous avez été débouté, vous faites comment? Là, il n'y a plus aucune règle. On s'approprie l'espace public. Il y a des gens qui sont sans papier, des gens qui ont été déboutés du droit d'asile et qui n'ont pas lieu de rester là. Vous avez 25 ans et c'est quoi votre espoir? De rester là? Vous restez là toute la journée? Ça, c'est du campement quasi permanent, c'est pas du temporaire. Vous ne pouvez pas laisser des lieux de fixation prospérer. Moi, ça m'est arrivé dans mon arrondissement d'avoir quelqu'un qui s'installe, on prend en charge, on enlève tout de suite. On l'enlève tout de suite, a-t-elle dit, comme un encombrant finalement. Sauf que là, Dati parle de personnes en situation de précarité extrême et pas de vulgaires sacs poubelles qui traînent sur un trottoir. Mais la réponse est pourtant la même. C'est aussi la même chose quand il s'agit des rats, ça en dit long. Ça l'énerve les rats, Rachida. Eux aussi, elle compte les virer de Paris. Comment? On ne sait pas bien, mais à l'écouter, elle a la solution. Et ça, c'est un aménagement qui a 2 ans. Il n'y a pas eu d'entretien depuis. Que des 3 rats. Voilà, et les plantes sont en train de crever. Voilà la végétalisation faite par la ville de Paris, c'est à l'abandon. Et là, vous avez vu, il y a des terriers partout, des rats partout. Pour ces végétalisations, le budget est énorme, énorme. Des ordures, des déchets, les déjections, qu'elles soient humaines ou animales, il n'y a aucun entretien. Et donc ça génère la fixation, ça génère l'insécurité et l'insalubrité. Et tout ça est lié. Et tout ce matraquage de communication commence sérieusement à faire tiquer. Plusieurs experts alertent sur un mélange des genres assez assumé entre communication ministérielle et communication de campagne. Sur son compte X, pourtant déclaré récemment compte personnel, s'enchaînent des messages institutionnels et des contenus électoraux dans un flou artistique que le juge électoral sanctionne d'ordinaire sans trop hésiter. La loi, elle, est claire. Pas question d'utiliser les moyens d'une collectivité ou d'un ministère pour faire campagne pendant les 6 mois précédant le scrutin. Des juristes rappellent d'ailleurs que la jurisprudence est plutôt sévère sur le sujet. Emmanuel Macron en avait fait l'expérience en 2022, rappelé à l'ordre après avoir utilisé ses réseaux sociaux présidentiels en pleine campagne. Le cas Dati pourrait donc déboucher sur un contentieux, mais après les élections seulement, et encore, une annulation ne serait envisageable qu'en cas d'écart de voix minuscule. En attendant, ses adversaires dénoncent une utilisation floue de ses comptes, tandis que son entourage balaye les critiques d'un revers de main, accusant les autres candidats de faire exactement la même chose. Officiellement, on nie, mais officieusement, on ajuste. Le badge institutionnel de son compte X a discrètement sauté et depuis le 26 novembre,
plus un mot sur son ministère, uniquement de la propagande électorale en continu. On appelle ça, en communication, un rétropédalage contrôlé. Certains observateurs estiment même qu'elle devrait démissionner du gouvernement pour clarifier une bonne fois pour toutes sa situation. Dans son camp, on élude. Pas d'actualité, assure-t-on. Rachida Dati veut nettoyer Paris, mais elle ferait peut-être bien de commencer par s'occuper de sa propre ligne de conduite. Les vidéos de Sainte-Soline publiées le mois dernier par Mediapart et Libération ne mettent pas seulement en cause les gendarmes et plus généralement les forces de l'ordre, il y a aussi les errances des magistrats. Et pour cause, l'enquête pour violence contre les gendarmes a été classée sans suite par le parquet de Rennes. Ces violences avaient gravement blessé 4 personnes, on le rappelle. Alors il faut dire que l'affaire était très mal partie dès le départ. En effet, 2 jours après la publication des vidéos, le parquet de Rennes avait été saisi par les députés au sujet des infractions révélées par les images. Une décision sera prise prochainement, précisait le communiqué du parquet. 1 mois après les révélations de nos confrères, toujours rien. Dans un autre communiqué, cette fois-ci signé communément par Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre, on dénonce une inaction visant à couvrir les forces de l'ordre et le déchaînement de violences qu'ils ont opéré à Sainte-Soline. C'est la politique de l'autruche, dit aussi le communiqué. Pour Judith Allenbach du syndicat de la magistrature, c'est symptomatique d'une justice qui n'est pas à la hauteur des attentes des justiciables comme de la société. Mais c'est aussi un cas d'école des grands dysfonctionnements de la justice dans le traitement des affaires de violences policières. Le syndicat en appelle à une réforme de la structure, indépendance du parquet de la chancellerie, dépaysement systématique des procédures, réforme de l'IGPN et de l'IGGN, rattachement de la police judiciaire au ministère de la Justice. Entre-temps, on a tout de même appris que le parquet de Rennes avait ouvert une information judiciaire sur les tirs tendus des forces de l'ordre. Tout espoir de justice n'est peut-être pas perdu. Et on passe à une information sanitaire des plus inquiétantes et qui va très certainement relancer les débats autour des PFAS. Vous savez, c'est ces polluants éternels. Dans un rapport publié mercredi 3 décembre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, qui a analysé plus de 600 prélèvements d'eau potable à travers le pays, alerte sur une contamination généralisée de l'eau en France. Sur ces 600 prélèvements, 92% contiennent des traces de TFA, soupçonné d'être le toxique pour la santé et connu pour être le plus répandu des polluants éternels. Depuis 2 ans, les échantillons analysés par l'ANSES proviennent de points de captage répartis sur l'ensemble du territoire, représentant environ 20% de l'eau distribuée en France. Le TFA est sur le point d'être classé toxique pour la reproduction dans l'Union européenne et présente également des indices de toxicité pour le foie. Le problème, c'est que le TFA ne contamine pas seulement notre eau, certains de nos aliments aussi. Ce coup-ci, c'est l'étude du réseau d'action contre les pesticides, PAN Europe, qui le révèle. Céréales du petit déjeuner, pain, viennoiseries, pâtes, farine, les aliments à base de céréales, et en particulier de blé, sont massivement contaminés par ce TFA. C'est la première fois qu'une étude se penche sur la présence de PFAS dans l'alimentation. Pour mener cette étude, un laboratoire indépendant autrichien a analysé 66 produits à base de céréales achetés dans 16 pays européens. Les résultats révèlent une contamination quasi généralisée. Des traces de TFA ont été détectées dans plus de 81% des échantillons. C'est 54 sur les 66 analysés, avec des niveaux de contamination importants. Pour François Veilleret, porte-parole de Génération Future, qui a piloté la partie française de l'étude, ces résultats sont évidemment alarmants. Je le cite, « Nos résultats soulignent l'urgence d'une action immédiate. Nous ne pouvons pas exposer la population, et encore moins les enfants, à des substances reprotoxiques. » Pour Hans-Peter Harp, chimiste de l'environnement et spécialiste du fameux TFA, les autorités doivent se saisir rapidement du problème. Pour lui, la découverte que le blé représente des concentrations plus élevées que les autres céréales mérite un suivi plus approfondi de la part des scientifiques et des autorités chargées de la sécurité alimentaire. Il indique ensuite que plein d'autres sources alimentaires n'ont pas encore été identifiées, comme les légumes, les fruits ou encore les haricots.
Ce soir a lieu la Nuit du bien commun, l'événement organisé par Pierre-Édouard Stérin. C'est aux Folies Bergères ce jeudi 4 décembre. Une action a été montée par plusieurs syndicats de la culture. Ils ont bloqué le camion du prestataire qui livre le matériel technique pour la Nuit du bien commun de ce soir. Leur but, évidemment, retarder, voire annuler la soirée et visibiliser la lutte contre l'extrême droite dans le milieu de la culture par les travailleurs de l'ombre, les techniciens et techniciennes notamment. Je vous propose de regarder un reportage de notre collaboratrice Sarah Duyeux. Il est tôt, il est à peu près 7 heures et on attendait le camion qui vient installer le matériel pour l'édition parisienne de la Nuit du bien commun. Donc les Nuits du bien commun, ce sont des soirées philanthropiques qui ont été fondées par Pierre-Édouard Stérin, l'un des milliardaires qui soutient l'extrême droite et qui a mis en place tout un système pour s'immiscer un peu partout dans tout au niveau culturel, médiatique, de l'éducation, pour placer partout les idées réactionnaires et régressistes de l'extrême droite. Et on est là pour bloquer le camion au maximum pour retarder et espérer l'annulation de cette édition parisienne des Nuits du bien commun. En fait, il y a systématiquement maintenant des rassemblements à chaque fois que des Nuits du bien commun ont lieu. Et donc il y a déjà plusieurs endroits, notamment à Aix, où ça a été un gros succès, où une équipe s'est mise en grève et où la nuit a été annulée. Donc on espère que ça donnera la même chose aujourd'hui. Ça permet de faire parler de ce terrain et de son projet, et que le maximum de personnes soient au courant. Et en fait, ça fonctionne puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes, par exemple, qui se sont désengagées, qui soutenaient financièrement, par exemple, les nuits et qui se sont désengagées. Il y a également des associations qui ont renoncé à participer, puisqu'elles ont été mises au courant de qui était derrière tout ça. Donc ça fonctionne, donc ça vaut le coup de continuer, vraiment. On a les exemples du monde de l'édition, où Bolloré a pu racheter toute la chaîne du livre avec Hachette, etc., avec les médias. Et en fait, le milieu du spectacle et de la culture était jusque-là un petit peu épargné. Et là, il y a un peu une offensive qui se fait. Et alors, elle se fait à des moments sur des points de vue juste, entre guillemets, financiers. Et à des moments, elle se fait, on le voit très vite, dans le propos aussi. Que ce soit justement les spectacles La Dame de Pierre, Historock, etc., les Murmures de la Cité, le spectacle qui a eu lieu à Moulins dans l'Allier, etc. C'est aussi une manière d'essayer d'infuser des idées réactionnaires pour du jeune public, pour plein de gens et pour beaucoup, si on travaille dans ces milieux-là aussi, c'est parce qu'on est beaucoup à vouloir contribuer pour une forme d'émancipation des personnes et travailler au service d'idées réactionnaires. Il y a un moment où on considère qu'il y a une ligne rouge et sur lequel on considère qu'il faut dire stop avant que ce soit trop tard. On veut pas de fachos, on veut pas de l'extrême droite dans nos salles de spectacle, dans nos lieux culturels. Et jusque-là, on laissait beaucoup les travailleuses et les travailleurs répondre individuellement à cette question de savoir s'ils avaient à travailler dessus ou pas et tout. Nous, on considère que c'est pas une question qui doit se poser individuelle, il faut qu'on en parle collectivement, il faut qu'on le fasse avec nos collectifs, avec nos syndicats. Et il faut qu'on arrive à trouver des stratégies et à s'entraider et à porter une lutte antifasciste au sein du spectacle et de la culture. Non, mais on y va. Franchement, on y va. Non, pour l'instant, on est là et on fait un des poches, parce qu'on va pas palper, vous avez peut-être une arme, je ne sais pas, donc par précaution, je peux pas vous retirer les mains des poches. On a eu un premier contrôle par les flics qui s'est bien passé, où on a dit pourquoi on était là et qu'on bloquait un maximum de temps. Mais ensuite, il y en a d'autres qui sont arrivés qui étaient beaucoup moins conciliants et qui ont procédé à un contrôle d'identité de toutes les personnes.
malgré l'intervention où on s'est présenté à 2 responsables d'orgas syndicales et en expliquant pourquoi on était là. Nous tout de suite ils nous ont dit vous bloquez la circulation il faut y aller, donc on a dit ok on y va. Et moi j'ai dit je veux bien que vous preniez mon identité comme responsable, mais les autres tout le monde s'en va et en fait ça aurait pu se faire comme ça. On a été obligés de présenter nos pièces d'identité, autrement ils nous embarquaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'également, ils voulaient prendre les personnes en photo en plus des contrôles d'identité. Donc, ce qu'on a refusé, ils ont pris quelques photos qu'ils ont effacées. On espère que c'est la vérité. Et ils ont procédé à une fouille de tout le monde. Donc, voilà. Donc, et en insistant bien là, en me disant, comme je me suis présentée comme responsable pour la CGT Spectacle, en me disant bien que si on revenait, on allait être embarqué. Voilà, donc si on revenait avant l'heure autorisée, qui donc est donc pour l'appel à 18h, voilà, où là on sera là. Un autre rassemblement contre l'événement a eu lieu ce soir à 18h et nos reporters Lisa Lapp et Andrei Manivit étaient sur place pour un reportage à venir sur les antennes du Média. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce en cette fin d'année, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. C'est vital pour nous. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant une potentielle TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.